God of mercy, oh, oh, riding. Mille Culture, bonjour. Mon invité du jour, Campbell Cissé. Bonjour Campbell. Bonjour. Qui est beaucoup de casquettes, mais on va choisir aujourd'hui la casquette politique, dire que tu es le président des associations guinéennes de France. C'est à ce titre-là que tu viens, et parce que dans le pays qui s'appelle la Guinée, dont je vais faire un petit point historique tout à l'heure, il se passe des choses depuis 2-3 mois, depuis mi-décembre 2008. Il se passe parce que, voilà, la Guinée, pour ceux qui ne sauraient pas où ça se trouve en Afrique de l'Ouest, un pays, en gros, si on voulait donner quelques repères historiques, c'est le pays de nom à De Gaulle en 1958, géré jusqu'à présent par malheureusement deux présidents, monsieur Sékou Touré, qui est mort en 84, et celui qui l'a remplacé, monsieur Lansana Conté, qui est mort, lui, qui en décembre dernier. Malheureusement, dans les deux pays, j'allais dire que le pays, cette Guinée a marché à l'envers du temps presque, et la mort de le dernier président est la preuve que quand on fait le bilan de 1958 aujourd'hui, au moins Sékou Touré, on peut dire qu'il avait donné à ce pays-là une personnalité, ne serait-ce que le nom qu'il a donné, qui a été le seul, le 28 septembre 1958, à donner à De Gaulle, alors que les 14 autres pays ont dit oui à ce qu'on a appelé l'indépendance dans la dépendance, en quelque sorte. Et le deuxième président, j'avoue, quand on fait le bilan, peut-être je me trompe, tu me diras tout à l'heure, j'ai beau chercher, je ne vois pas très bien de quelle manière il a marqué son pays. En tout cas, il n'est plus là. Ce qui nous intéresse, c'est que depuis qu'il est mort, il y a au pouvoir en Guinée ce qu'on appelle la junte. C'est une façon d'appeler que c'est un groupe de militaires, de jeunes militaires qu'on appelle les cadets en général, puisque je crois qu'il n'y a pratiquement pas de généraux parmi ceux qui ont fait cela, même s'il y en a aujourd'hui, ceux qui ont l'initiative de changer le destin de ce peuple. Il n'y a pas de généraux dedans, et c'est ça qui est intéressant. Et Cissé, tu es allé voir avec quelques camarades, vous les Guinéens d'étrangers, de France et d'ailleurs, vous êtes allé voir passer une vingtaine de jours là-bas pour voir s'il y a encore l'espoir pour ce pays qui n'a pas cessé de souffrir, d'endurer des choses depuis 1958. Quelle est la situation aujourd'hui avec 20 jours de terrain, Campbell? D'abord, je suis resté pratiquement 35 jours là-bas, pas 20, mais 35. Je suis parti à Conakry pour une dizaine de jours. Et heureusement, ou peut-être malheureusement, je suis resté quand même plus de temps que prévu. Je suis Cissé Campbell, donc je suis le président de la coordination, ce n'est pas une association, donc de la coordination des associations guinéennes de France, qui regroupe aujourd'hui 182 associations de Guinéens de France. Donc c'est une structure communautaire. Je suppose qu'il y a l'équivalent dans les autres pays, puisque on est le cas. Il y a d'autres plateformes. Voilà, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Non, c'est spécifiquement en France. Les Guinéens des États-Unis sont organisés autrement. Différemment, d'accord. Différemment. Mais sinon, nous, c'est une coordination. Nous avons pensé qu'il fallait quand même faire en sorte que les Guinéens puissent se parler, qu'on se mette ensemble et créer une seule dynamique unitaire pour d'abord aider notre communauté là où nous sommes, notamment en France ici, et faire en sorte que nous puissions constituer une force qui puisse faire en sorte que nous soyons écoutés et entendus en Guinée là-bas. C'est ça l'objectif. Relayer peut-être aussi ce qui passe là-bas, faire connaître la Guinée. C'est vrai que c'est pas qu'il n'y a pas que les Français qui sont mauvais en géographie. Non. Il y a beaucoup de gens qui ne sauraient pas se trouver la Guinée. Mon cher Paul, vous avez fait l'historique, si je puis m'exprimer ainsi, de notre pays tout à l'heure. La Guinée qui a eu son indépendance en 1958. C'est vrai que nous sommes pratiquement 50 ans après, puisque nous avons fêté le 50e anniversaire de la Guinée il y a seulement un peu plus de mois. Donc ça fait 50 ans. Et 50 ans, c'est vrai que la Guinée n'a pas avancé.
nous avons plus régressé. Hélas. Malgré les potentialités énormes de ce pays-là. Je vous rappelle que la Guinée est toujours considérée comme le château d'eau de l'Afrique. Ce qu'on nous a appris, petit écolier. C'est ce qu'on nous a appris aussi quand on était à l'école. La Guinée est quand même un pays riche. C'est pratiquement le deuxième pays exportateur de bauxite au monde, après le Brésil. C'est un pays immensement riche. Tout ce que vous connaissez comme richesse au sol, au sous-sol, se trouve actuellement dans notre pays. De diamants, manganèse, bauxite. Mais il manquait à tout cela la politique. Oui, c'est-à-dire c'est pour ça que la vous en êtes arrivé là. politique en fait qui a manqué à ce pays. La volonté politique a réellement manqué pour que le pays puisse être profitable à tous ses fils. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Après l'ère de Sékou Touré, qui avait dit non à la France et qui a donné l'indépendance à la Guinée, en 1984, vous avez la junte qui avait pris aussi le pouvoir. À la tête de cette junte, le général Lansana Conté, qui est quand même resté au pouvoir 24 ans. Et je rappelle que Sékou Touré était resté au pouvoir 25 ans. 24 ans, Lansana Conté. Donc pratiquement, globalement, quand on recense tout ça, ça fait quand même 50 ans. 50 ans. Et ça fait beaucoup pour un pays qui, en fait, en réalité, avec tout ce qu'il regorge comme potentialité, comme richesse, n'a pas pu profiter de toutes ces richesses-là et de décoller enfin. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, une autre page qui est en train de s'inscrire. C'est ça qui nous intéresse. Et ça, je pense que c'est un espoir. Et comment ça s'est passé? Pourquoi ils ont attendu la mort pour le faire, ces militaires, là, alors qu'ils savaient eux-mêmes, ils ont quand même conscience que le pays ne marchait pas, ne tenait marcher sur la tête, si j'ose dire. Tout à fait, le pays ne marchait plus. D'ailleurs, depuis pratiquement 6 ans, depuis le 2002, le général Lansana Conté était malade. Gravement malade? Il était gravement malade, si bien que l'élection présidentielle du décembre 2003, lui-même, malade qu'il était, ne s'est même pas déplacé pour aller voter. Il a voté dans sa voiture, couché pratiquement. Et il avait même dit à l'époque, vous pouvez me mettre sur votre dos pour que je puisse aller voter, alors qu'il était malade. C'est vrai que les uns et les autres n'ont pas su profiter de cela pour aider le pays, en fait. Le président malade, gravement malade, qui, en fait, ne pouvait plus prendre des décisions politiques qu'il fallait pour aider le pays. Gouverner, diriger le pays. Il devait effectivement passer la main. Il ne l'a pas fait. Et malheureusement, il y a eu ce qu'on a appelé au sommet de l'État, au sommet de la pyramide, des clans qui se sont formés. Plusieurs clans. Et ces clans ont mis en danger à plusieurs reprises le pays. Si bien que, aujourd'hui, le matin, on fait un décret. L'après-midi, vous avez un autre décret annulant le premier décret. Et tout ça dans la falsification, dans l'utilisation de la signature du président de la République. Malade. Et qui, en fait, en réalité... qui profitait de la maladie du président pour défaire les gouvernements ou nommer leurs copains. Ou gérer leurs propres intérêts en faisant aussi, passer l'intérêt du pays et des 12 millions de Guinéens en second degré. Voire même pas du tout. Tout à fait. À moins que... Tout à fait, tout à fait. Alors, dans tout ça, vous avez quand même... une Assemblée nationale. Toutes les institutions républicaines dans ce pays-là ont fonctionné à un moment donné. Mais depuis quelque temps, depuis la maladie chronique du président de la République, même l'Assemblée nationale n'était plus dans la légalité. C'est pour ça que quand la communauté internationale parle aujourd'hui de retour à la légalité constitutionnelle, ben on rigole un tout petit peu. Parce que la légalité constitutionnelle, c'est d'abord l'Assemblée nationale, qui est quand même la garante de la Constitution, de la loi fondamentale du pays. Et quand c'est des pays qui sont vraiment bien gérés et que les règles démocratiques sont respectées, le président impotent, le président incapable de gérer le pays, en accord, le président de l'Assemblée nationale, en accord avec le président de la Cour suprême, déclare la vacance du pouvoir et assume les choses. Ça, ils ne l'ont pas fait, là. Ils ne l'ont pas fait, ils ne pouvaient pas le faire. D'abord, ils n'ont pas su le faire. D'accord? Puisque les généraux qui étaient là, quand même, ne pouvaient pas les laisser faire. Donc, tout le monde avait peur de bouger. Et ces généraux-là, quand même, ont travaillé
en étroite collaboration avec le général Lansana Conté, mais ils ont plutôt travaillé pour leurs propres intérêts que de travailler pour l'intérêt réel du pays. À tel point que tout le monde, tous les Guinéens, ont reproché à l'armée de ne pas bouger, puisque le président Lansana Conté ne pouvait plus rien faire. Avec la guerre au sommet de l'État qui se profilait, tout le monde avait également peur qu'il y ait là une guerre civile. À cause de ça. Non seulement ils n'ont rien, mais un an avant la mort de Conté, les mêmes militaires, à ma connaissance, avaient tiré sur la foule qui avait tenté de descendre dans la rue pour retrouver ne serait-ce que leur dignité. Les mêmes, sauf erreur de ma part, ce sont les mêmes militaires. Par 2 reprises, le 12 juin 1986, il y a eu 21 morts. Des jeunes qui manifestaient, n'est-ce pas, parce qu'on les a refusé l'entrée à l'école, n'est-ce pas, qui grévaient, qui manifestaient, donc il y a eu 21 morts. Et la mort de ces jeunes a quand même suscité beaucoup d'approbation de la part des Guinéens, de la part aussi de la communauté internationale. Nous, ici, on a manifesté devant l'ambassade, n'est-ce pas? Et le janvier, le 7 janvier et février 2007, et il y a eu aussi des morts, plusieurs morts, de qu'on dise 300 morts. C'est vrai, c'était par rapport aussi à la grève générale illimitée. D'ailleurs, cette grève a été déclenchée par les syndicats. C'est les seuls qui avaient bougé. Les syndicats qui avaient bougé, et malheureusement, il y a eu des morts. On avait compté beaucoup de morts. Et tout d'un coup, les militaires arrivent. Dis-moi, Campbell, est-ce qu'ils veulent retrouver une virginité, ils veulent se faire pardonner? Vous savez, mon cher frère, tout un pays, tous les pays ont leur histoire. Et la Guinée aussi. La Guinée est un grand pays qui est en train de renaître aujourd'hui. Quand cette junte qui est actuellement au pouvoir, le CNDD c'est le Conseil national pour la démocratie et le développement, qui est actuellement au pouvoir. C'est une transition, on est dans une transition. Quand ces militaires-là ont pris le pouvoir, et je rappelle sans effusion de sang, c'est rare en Afrique. C'est rare dans le monde. C'est vrai que c'est plutôt rare, oui. C'est plutôt rare que les militaires, alors que tout le monde pensait... il faut dire que l'ancien dictateur avait fait de manière qu'après lui, il y eut déluge, comme on dit. Voilà, on peut se permettre de dire cela, puisque on savait, tout le monde connaissait les difficultés, les divisions, dans l'armée déjà, les divisions entre même les généraux, n'est-ce pas? Et puis les autres membres de la classe politique, les membres du gouvernement, ceux qui étaient au sommet de l'État, et les clans qui se sont formés autour de l'État. Alors, il y avait une telle peur que tout le monde disait, voilà, si on ne fait pas attention, la Guinée va tomber vraiment dans la guerre civile. On avait peur de quoi? Que le pays s'écroule ou que les militaires tuent? De quoi le peuple avait peur? Encore qu'il n'ait pas eu tellement peur que ça, puisque ils sont descendus avec les syndicats un an dans la rue là pour essayer de bousculer les choses. On a fait une couillaté, je crois, quelqu'un que l'on connaît. Malheureusement, il est resté un an, après bon, il est parti malheureusement. On avait peur de quoi? Tout ça, il est parti. On avait peur de quoi? Les gens avaient peur de changer tout simplement le système. Et ils ont protégé le système. Et malheureusement, 2 ans après, on a vu que bon, la vérité les a rejoints. La vérité a fait que aujourd'hui, le pays est sur les rails par rapport à l'arrivée de cette junte-là au pouvoir. Quand cette junte est venue au pouvoir, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite après... Voilà, c'est peut-être ça qui peut nous intéresser. Les généraux qui étaient responsables... Oui, avec Conté, donc... Avec les mêmes générations, donc... Tous ces généraux-là, je crois 23 généraux ou 22 généraux, on les a tous mis à la retraite. Tous mis à la retraite et à la disposition. Un pays de 12 millions d'habitants avec déjà autant de généraux. Et oui, voilà. C'est vrai, les grades politiques militaires. Je vois pas à quoi ça Je suis en train de te dire, mon cher Paul, qu'aujourd'hui, l'espoir renaît. Malgré qu'on soit dans une transition. Et même si c'est les militaires, même si c'est les militaires. On peut donc... Vous savez ce qui fait peur aux gens, notamment au monde occidental, c'est la tenue. Mais derrière cette tenue, vous avez des cadres, vous avez des universitaires, vous avez des gens qui ont fait qui ont fréquenté les plus grandes écoles militaires au monde, en France, aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs. Ce ne sont pas des gens qui portent tout simplement l'arme et qui sont tout simplement prêts à tirer
sans réfléchir, ceux qui sont actuellement au pouvoir. Il n'y a pas que la tenue campagne. Il y a aussi le fait que le militaire n'est pas fait pour faire la politique. Il est fait pour défendre. Non, moi je ne partage pas cela. Non. Je veux dire que, non, ça ne veut pas dire que la politique est interdite. Je veux dire que le militaire, quand il doit faire la politique, il doit peut-être choisir et laisser la tenue et prendre, créer un parti politique, apprendre à réfléchir, à écrire, parce qu'on ne gère pas un État, un peuple comme on gère une caserne. Non, mon cher ami, non, pas du tout. Je ne réfléchis pas comme ça et je ne partage pas cela. Un militaire, c'est d'abord un homme. C'est un cadre, c'est un intellectuel. Ce ne sont plus les militaires. Ce ne sont plus les militaires il y a de cela 50 ans. N'est-ce pas? Qui prennent des armes, qui vont dans la brousse pour tirer sur n'importe quoi. N'est-ce pas? Ce qui est les gens en Afrique. Les militaires font que ça en Afrique. Eh bien, justement, oui, mais ça, ce sont des militaires, ou même les miliciens, on peut même les appeler les miliciens qui portent la tenue. Ce sont les miliciens qui sont enrôlés, qu'on prend par-ci et par-là, les armées sont ethniques, et qui n'ont aucune formation. Même intellectuelle, ils n'en ont pas. Ceux-là, oui, on peut craindre. Mais quand on a en face des gens qui réfléchissent, qui posent des actes politiques... Dans la jeune actuelle, il y en a dedans. Mais bien sûr. D'accord. Il y a beaucoup. Les cadres, les généraux, il y en a pas, il y en a plus beaucoup d'ailleurs. Il y en a peut-être même un seul qui reste dans la foulée. Il y a un seulement qui est resté. Dans l'équipe en place à Conakry. Dans l'équipe, il y a un seul qui est resté, c'est le général Toto, qui est l'actuel ministre de la Sécurité, n'est-ce pas, qui reste, qui est pratiquement le seul général. Sinon, tous les autres, c'est les capitaines, les colonels, voilà. Lui, pourquoi il restait? C'était un rescapé? On l'a oublié ou parce qu'il non, ben, je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que... Non, bon, même si tu fais pas partie de la junte. Non, moi je suis pas militaire. Non, pas du tout, loin de là, je suis pas militaire. Le général Toto, je pense qu'il est resté parce que tout simplement, lui personnellement a eu des problèmes avec les autres généraux. Il a été emprisonné à plusieurs reprises. Peut-être c'est le seul qui... Je pense, n'est-ce pas? Et faisait remarquer à l'équipe qu'on était sur il n'était pas d'accord avec... Il a payé quelquefois cher. Voilà, il a payé souvent cher parce qu'il a été très souvent emprisonné. C'est le seul général qui reste. La jeune qui est là, depuis qu'elle est là 3 mois, qu'est-ce qu'elle a fait déjà qui puisse, j'allais dire, me permettre aux gens, aux Guinéens, aux observateurs étrangers de croire que, après tout, les militaires sont capables de se comporter autrement que ce que l'on sait d'eux. Mon cher ami, il y a des choses. Moi, je reviens de Conakry. Je suis resté un peu plus d'1 mois là-bas. J'étais parti en délégation pour représenter mon organisation. C'est ça. Et ce que je vois, ce que j'ai vu là-bas, je suis rentré il y a 3 jours seulement de Conakry. Ce que j'ai vu, ce à quoi j'ai participé, et croyez-moi, ça donne beaucoup d'espoir. Cela dit... 2 ou 3 actes comme ça. Cela dit, on est dans une transition. C'est-à-dire provisoire. Provisoire. Une transition, ça peut durer 1 an, 6 mois, comme ça peut durer 10 ans. Ça dépend de ceux qui exercent cette transition-là. Ça dépend de cela. Mais le président Dadis, l'actuel président, il a dit on n'est pas venu pour rester au pouvoir. Maintenant, il faut c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Parce qu'on a vu ailleurs, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on sait très bien. Il y en a qui balayaient et quand la maison était propre, au lieu de partir, ils ont ils sont restés. Ça a mal fini, malheureusement, pour eux. Ça a mal fini, malheureusement. Mais ceux-là sont en train de poser des actes très forts. Quelque chose, voilà. Je vais vous en donner 3. 2-3, comme ça, on passe à autre chose. Oui. La lutte contre les trafiquants de drogue. C'est vrai que ça devient un narco-État. Tous les pays luttent contre cela, mais ce que le chef de l'État actuellement est en train de faire, c'est une première. Puisqu'il reçoit les dealers, les trafiquants, les présumés coupables, et il dit il faut absolument que le peuple de Guinée soit pris au témoin. Soit là. Ça veut dire que les séances sont publiques? Les séances sont publiques. Ce n'est pas la justice, puisqu'il le dit, moi-même, je ne suis ni juge, ni avocat, ni procureur. Il dit, mais seulement, je suis à côté de vous, et je veux que le peuple de Guinée vous prenne en témoin, qui vous écoute. Il est là, il pose des questions, le ministre de la Justice est à côté, et après, la justice s'en met, la justice reprend le relais. Ça, c'est fondamental. Ça, nulle part au monde, on l'a vu. D'accord. Les autres dirigeants, les autres États luttent, entre parenthèses, entre guillemets. Oui. Bon, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font réellement. Ceux-là, ce qu'ils sont en train de faire, tout le peuple de Guinée aujourd'hui applaudit ce travail fondamental qui est en train de se faire. C'est ça. Et à côté de cela, c'est la restauration des domaines de l'État.
Il y a beaucoup... Disons que l'État guinéen essaie de renaître. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'État en Guinée, comme dans l'immense majorité des pays africains. Hélas, l'État n'est que sur le papier. Ce sont des mesures impopulaires que actuellement aucun gouvernement civil ne peut prendre. Et il le dit, le président lui-même. Les membres du CNDD le disent aussi. C'est des mesures impopulaires que seule l'armée peut prendre. Prendre des bulldozers. Demandez aux gens, vous êtes ici depuis 20 ans. Vous n'avez ni titre foncier, vous n'avez rien du tout. Ça, l'État a besoin de ce domaine-là pour construire des immeubles, pour construire des infrastructures. Allez ailleurs, vous ne partez pas, on prend les bulldozers, on vient casser, tout simplement. Je ne suis pas d'accord, moi-même je le dis comme ça, mais quand même, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Il faut aussi, à un moment donné, quand on veut représenter l'État, à un moment donné, il y a des actes qu'il faut poser. Il faut prendre des mesures qui sont impopulaires, et c'est ce que le gouvernement actuellement est en train de prendre. Et ça, croyez-moi, la plupart des Guinéens aujourd'hui, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, applaudissent ce qui est en train de se faire. À côté de cela, vous avez des audits qui sont mis en place. Les audits, dans quel domaine? Mais dans le domaine économique. Vous avez des commerçants qui doivent de l'argent à l'État, qui ont toujours pillé notre économie nationale, qui ont mis à genoux l'économie nationale de la Guinée, par la complicité des anciens gouvernants. Et aujourd'hui, le président de la République les convoque. Il convoque tous ces ministres-là, et il est à côté, il leur demande de s'expliquer sur leur gestion. Ça non plus, ça ne s'est vu nulle part au monde. Il y en a qui critiquent, c'est normal, on est des êtres humains, on est des gens qui réfléchissent, on critique, mais ce sont des actes quand même très clairs. Campbell, on reviendra à un État civil, à des institutions républicaines, bien sûr. Fût-elles peut-être pas terribles. Quand est-ce qu'ils ont donné un délai? Quand ils disent qu'ils ne sont pas venus rester. Ça, c'est la parole, ça. Bien sûr. Bon, on a entendu ailleurs. Est-ce que vraiment on peut penser qu'ils retourneront dans les casernes pour laisser les politiciens, les partis politiques? Il y en a en Guinée? Mon cher ami, je pense que ça, c'est le souhait de tous les démocrates. Qu'on soit guinéen ou non guinéen. De tous les démocrates. Ça, c'est notre souhait, ça. Que le retour à la légalité constitutionnelle soit effectif. Mais il y a un préalable. Il y a beaucoup de choses dans ce pays qui n'ont pas été faites depuis 50 ans. Aucune élection transparente, libre et transparente, n'a été organisée dans ce pays depuis 50 ans. En 1990... c'était la libération des partis politiques. Si ça peut consoler quelques Africains, je dirais que malheureusement, ce n'est pas un mal proprement guinéen. Allez demander aux Gabonais, aux Camerounais, aux Tchadiens s'ils ont déjà fait les élections depuis ce qu'on appelle les indépendances. Il n'y en a pas. Alors, moi, je vous dis des élections, oui, mais des élections saines. Des élections qui se reposent sur des bases solides. Oui, absolument. Qui sont crédibles. Pas peut-être parfaites, mais qui... Pas peut-être, ça ne serait jamais parfaite, mais les élections acceptables par toutes les parties. Et pour cela, je crois qu'il y a un préalable. D'abord, vous savez très bien, mon cher frère, vous et moi, nous vivons en Europe ici. Une élection, c'est d'abord une carte d'identité nationale. C'est vrai, un recensement. Une élection, c'est une carte électorale. L'électorat, absolument, oui. Une élection, un électeur, c'est quelqu'un qui est inscrit sur une liste électorale quelque part. Ça s'éduque, ça se prépare. Donc, il y a tout un mécanisme à mettre en place. Or, vous avez 70% des Guinéens aujourd'hui qui n'ont pas de carte d'identité nationale. 70% des Guinéens. La CENI est en train de travailler, le conseil électoral chargé de réguler les élections. D'accord. Mais la CENI, quand vous leur demandez aujourd'hui, ils vous disent, il nous manque de l'argent. Voilà, il nous manque combien? Il vous manque combien? Il nous manque 23 millions. Ce sont les civils ou les militaires? La CENI, c'est les partis politiques. Il n'y a pas un seul militaire dedans? Il n'y a pas un seul militaire là-dedans, parce que la CENI a été mise en place depuis, je crois, 2002 ou 2003. D'accord? Alors, vous vous rendez compte? Ça fait quand même un bail que cet organe-là travaille pour enfin arriver à une élection libre et transparente. Mais cet organe a été empêché de faire son travail. Campbell, ce qui peut inquiéter les observateurs, c'est que c'est vrai avoir la tâche, l'immensité, la tâche à faire, faire ce qu'on n'a pas pu faire depuis 50 ans, à ce rythme-là, s'ils veulent tout faire avant qu'on revienne aux institutions démocratiques ou vous savez ce que j'ai regretté? Ça peut prendre... Vous savez ce que j'ai regretté? Non. Très sincèrement, quand j'étais là avant d'aller à Conakry, je me disais, ouais, mais tiens, un an même, c'est trop.
puisque c'est les militaires qui sont au pouvoir. Lansana Conté était militaire, Et avec les généraux. Le pays n'a pas avancé depuis 25 ans. Bon, il faut absolument changer. Et je vous le jure, je suis allé à Conakry. Oui. Et maintenant? J'ai approché, Oui. n'est-ce pas, la junte oui. qui est actuellement Aller au pouvoir. charbon. Oui. Je suis allé au charbon. J'ai participé à beaucoup de choses, à des travaux techniques, au cabinet présidentiel, aux AE. Oui. J'ai été confronté au cadre de la place. Et alors, maintenant? J'ai approché le président de la République, puisqu'il m'a reçu 5 fois. J'ai approché les différents ministres. J'ai approché les différents conseillers. Et je sais très bien qu'ils sont en train de faire un travail de terrain qui est fondamental et qui est un préalable à l'organisation d'une élection libre. Ce préalable là, Campbell, ça peut prendre combien de temps? Et vous savez ce que je disais tout à l'heure? Je dis que ce que j'ai regretté, mon cher ami, c'est que les militaires, tout de suite, avec la pression, d'abord quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit... De l'opinion nationale et internationale. Ils ont dit, nous allons partir en 2010. Oui. 2 ans. D'accord? Avec la pression internationale, certains disaient non, il faut qu'ils partent en 6 mois. Et finalement, le président Dadis a dit en 2009, fin 2009, nous allons retourner dans les casernes. En gros, 1 an. Il est revenu, en gros, 1 an. Et nous sommes pratiquement à 9 mois maintenant. D'accord? Mais 9 mois, est-ce que le recensement a autant avancé sur le terrain? Autant, je dis non. Le recensement, pratiquement sur toute l'étendue du territoire national, mon cher frère, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur, n'a pas dépassé du tout les 20% à l'heure actuelle. Campbell, si on demandait à Campbell, à Cissé, d'indiquer un délai à la junte, combien de temps Campbell donnerait? 4 ans, 5 ans, 6 ans pas autant. Moi, combien pour être concret? Non, je n'irai pas jusque-là en tant qu'acteur politique. Oui. Acteur associatif aussi. Oui, oui. Je rappelle que je suis d'abord un acteur politique, puisque j'ai dirigé toutes les formations politiques ici en France. J'ai été le coordinateur général du mouvement contre le référendum et pour l'alternance démocratique, une coalition de partis politiques. J'ai également été coordinateur général du Front républicain pour l'alternance démocratique en Guinée, le FRAD. Donc l'aspect politique, je suis là-dedans. Pour le moment, là, ici, je m'exprime en tant que président élu de la communauté guinéenne de France pour les associations. Je dis, par rapport à votre question, moi, je ne donnerai pas du tout de délai. Je dis tout simplement qu'il y a un travail à faire. Il faut mieux donner un délai, parce que c'est un point de repère. Le délai est un point de... Écoute-moi, en matière politique et d'histoire, le délai est absolument capital. Vous savez ce qui commande ce délai-là? Ce qui commande ce délai-là, d'abord le terrain, le travail qui est en train de se faire sur le terrain, le recensement d'abord, l'identification des électeurs, qu'on sache exactement qui vote, qui ne vote pas. Il y a beaucoup d'étrangers en Guinée là-bas. Vous savez, ce que les autres ont l'habitude de faire, n'est-ce pas? Ils vont à Conakry 1, ils vont voter, et l'après-midi, ils vont voter en banlieue aussi. On n'est pas d'accord. J'espère qu'avec les problèmes d'histoire d'étrangers, vous n'avez pas tombé dans l'ivoirité, vous n'avez pas attrapé les virus l'ivoirité, parce que ça tue un pays. Je te rappelle, les Ivoiriens qui ont mis le doigt dedans, je crois qu'ils mettront 10 ans en sortie, ils sortiront même pas. J'espère qu'en Guinée, on est un peu plus sage, plus intelligent, et personne ne mettrait la main dans ce virus, quelque chose de très dangereux. Alors, comme tu peux pas indiquer le délai, cher ami, peut-être qu'on y reviendra. C'est intéressant de suivre, peut-être retourner même là-bas pour voir le terrain, puisque maintenant, si j'ai bien compris, il y a le contact avec le président. Je peux quand même vous dire une chose. Avant qu'on termine, là. 1 an, impossible. D'accord. Ça c'est Campbell Cissé qui vous dit. D'accord, Campbell. 1 an, c'est impossible. Au moins, négativement, la réponse est que je ne sais pas. Non, c'est pas assez. Maintenant, c'est à eux de voir s'ils sont capables d'organiser des élections libres et transparentes, des élections crédibles dans ce pays, acceptables par tout le monde en 1 année. Merci. Et pour moi, en tant qu'observateur et en tant qu'acteur, je dis 1 an, impossible. Merci, Campbell. Voilà. On y reviendra, puisque on y reviendra, mon cher frère. Ce serait intéressant de suivre ce que la junte, si ça peut amener la nouveauté, la manière de voir, pour démontrer qu'en Afrique, il n'y a pas que des militaires qui gardent le pouvoir à vie et tirent sur le peuple, que les militaires sont des êtres humains capables, sont citoyens, patriotes capables. On attend. Ça sera l'occasion d'inviter le président de la coordination des étudiants guinéens en France. Voilà. Il n'y a pas de problème. Merci. Les militaires ne sont pas seulement tenus. Hein. Merci, Campbell. Il y a des gens qui en ont dans la tête. Voilà. Merci. Je vous remercie, mon cher frère. Merci, on vous remercie. On vous remercie à nous avoir suivis sur 1000 Cultures. On vous retrouvera pour les prochaines émissions. Merci. Merci à beaucoup. Bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.